Très bien. Alexander, nous sommes ici avec Stanislav. Stanislav, comment allez-vous? Où peut-on suivre votre travail? Good. Follow your work. Okay, so Zmay Gorinich is the Substack. D'accord, donc Zmej Gorinich, c'est le Substack. Sur X, c'est Stas Krapivnik. Ce sont des noms longs, on ne peut pas les faire rentrer dans ces petites cases de texte. Sur X, c'est... Oh, pardon, ça c'était X. Sur YouTube, c'est Miss Slavic Man. Tout attaché Slavic avec un K. Sur Telegram, Stas Today Obratno, c'est la chaîne russe. Stas Was There, c'est la chaîne anglaise. Je pense que c'est tout. Stas Was There is the English channel. So I think that's everything. Oui. I'll have those links in the description. Je mettrai ces liens dans la description ci-dessous et les gens pourront suivre votre travail. Alexander, Stanislav, nous avons beaucoup de choses à aborder sur le projet Ukraine. Alors allons-y. So let's get into it. Indeed, we have. We've been through several months of En effet, nous l'avons fait. Nous avons connu plusieurs mois d'euphorie orchestrée en Occident. L'Ukraine est en train de gagner. Elle a repris l'initiative. Les Russes sont au bord de la rupture. Leur pays est paralysé par des pénuries de carburant. La guerre a été ramenée au peuple russe. Une expression assez sinistre à mon avis, sur laquelle nous reviendrons plus tard dans l'émission. Car cela implique, selon moi, une tentative bien précise d'attaquer spécifiquement le peuple russe. Et il existe un mot pour cela, dont nous voudrons peut-être parler. Mais quoi qu'il en soit, nous avons eu cette période d'euphorie. Tout cela est maintenant en train de sombrer. L'Ukraine a reconnu ne plus avoir de défense aérienne. La Russie pilonne les villes. La Russie bloque la côte de la mer Noire. Et encore une fois, je pense qu'il y a en Occident une réticence à en parler, parce que les implications sont énormes et que les événements sur la ligne de front s'accélèrent rapidement. Alors dites-nous brièvement, Stanislav, où en sommes-nous selon vous? Certains de mes amis les plus, disons, optimistes me disent que cela touche à sa fin, que les Russes sont proches de porter un coup décisif. C'est peut-être un peu exagéré. Ou bien est-ce que je me trompe? It's an overstatement, only because C'est une exagération, uniquement parce qu'on a affaire en Ukraine à un pouvoir à Kiev qui en réalité se fiche complètement des pertes humaines. Il est là pour faire durer ça le plus longtemps possible, parce qu'ils gagnent de l'argent avec ça, et ils vont continuer à pousser les choses bien au-delà de tout seuil raisonnable de survie pour le peuple ukrainien. Donc ils s'en fichent vraiment. Alors oui, ce n'est pas un coup de grâce, à proprement parler. Ça le deviendra une fois que les 3 dernières villes forteresses seront tombées. Drushkivka, Kramatorsk et Slaviansk. Et là encore, l'armée russe se trouve à environ 5 à 7 kilomètres à l'est. Elle élimine plusieurs des derniers villages qui y mènent. Elle avance de part et d'autre dans la tenaille, le long des routes qui traversent directement ces 3 villes. C'est le même axe. Et elle arrive par derrière, derrière Drushkivka. Les champs derrière sont déjà couverts de drones. Ils sont sous le contrôle des drones, de l'aviation et de l'artillerie lourde. Ce qui veut dire que entrer et sortir devient très difficile, parce qu'il y a constamment des munitions rôdeuses, des drones qui cherchent tout ce qui bouge et tout est détruit. Alors peut-être que quelques personnes peuvent encore entrer et sortir. Faire passer des véhicules est déjà difficile, mais c'est encore possible à travers ces champs. Le problème, c'est qu'on est presque à la mi-août. Vers la mi-septembre ou la fin septembre, les pluies arrivent et tous ces champs se transforment en bourbiers. Franchement, si vous n'avez jamais été dans un bourbier de terre noire, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pratiquement comme des sables mouvants. La boue devient si fine qu'il n'y a plus moyen d'entrer ou de sortir par ces champs. Et c'est tout. Derrière ces 3 bourgs, ou plutôt ces 3 villes, il y a des champs. Il y a environ 40 à 50 kilomètres de champs et de petits villages avant de retrouver des agglomérations importantes. Voilà. Ils ont construit, enfin creusé, quelques fortifications de campagne. Ce sont des tranchées et des abris enterrés.
Elles ne font pas partie d'une véritable ligne fortifiée. Elles ne sont pas ancrées dans des villages préparés à l'avance. Et là où elles se trouvent, soit on peut les contourner, soit ils n'ont même pas assez d'hommes pour les tenir. Ensuite, elles sont à découvert, peut-être le long de lisières boisées, mais ce ne sont pas les lignes de fortification en profondeur que nous avons vues jusqu'ici. Car auparavant, ce que nous avons vu, c'était une agglomération de très nombreuses villes et villages, du nord au sud et d'est en ouest, en profondeur. Toutes ces lignes finissent par se confondre les unes avec les autres, et les Ukrainiens les préparent depuis 12 ans. Enfin, de 2014 à 2022, pendant 8 ans, ils se sont préparés activement. Et ils ont continué à se préparer à l'arrière, à mesure que le front reculait. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'une de ces villes était prise, les forces ukrainiennes pouvaient simplement se replier de 5 ou 6 kilomètres. Elles se retrouvaient sur la ligne suivante, puis sur la suivante. Mais il n'y a plus de ligne suivante, c'est tout. C'est la fin de la ligne, au sens littéral. Ce sont des champs ouverts. Et quand la boue arrive, la seule façon de faire entrer ou sortir quoi que ce soit, ce sont des routes bien tassées. Et ça rend très facile le repérage de tout ce qui arrive, bien plus facile que même aujourd'hui. Donc, tous les soldats ukrainiens qui se trouvent dans ces 3 villes, quand la saison de la boue arrivera, ils n'auront que 2 choix, la morgue ou le camp de prisonniers de guerre. Il n'y aura rien d'autre. Sortir sera impossible, ce sera la morgue. Ils ont donc 1 mois et demi selon l'arrivée des pluies, avant que ce soit pratiquement terminé. Cela dit, c'est vrai, les mouvements seront beaucoup plus faciles jusqu'au Dniepr ou jusqu'à l'est de Dnipropetrovsk, qui se trouve sur la rive orientale du Dniepr. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura un coup décisif total. Il y aura encore des combats pendant que la Russie avancera vers Kharkiv. Je pense que Soumy sera prise avant Kharkiv, parce que Soumy coupera Kharkiv de ses approvisionnements venant de l'ouest. Kharkov est évidemment coupé de l'est et du nord. Il ne reste donc que le sud. Et quand arrive la saison des pluies, les rivières débordent. Si vous neutralisez quelques ponts sur le Donetsk du nord, alors Kharkov est pratiquement coupé du sud aussi. Je pense que Soumy va être la première sur la liste. Ensuite, avec un peu de chance, d'ici la fin de l'été, ou peut-être d'ici la fin septembre, Orekov sera entièrement prise. Puis il y aura une progression vers Zaporozhye. Mais il restera encore environ 20 à 25 kilomètres à prendre. Puis il faudra encercler Zaporozhye. Donc peut-être Zaporozhye d'ici la fin de l'année. Peut-être plus vite. C'est ça les armées, on ne sait jamais. Premièrement, le problème c'est que le front est très long. Donc si une partie du front s'effondre, ça ne veut pas dire que tout le monde s'effondre. Ce ne sont pas des armées de campagne comme il y a 150 ans, où si une partie de l'armée de campagne fuyait, toute l'armée fuyait, parce que toute l'armée tenait sur une même zone de terrain. Ces armées sont très dispersées, mais sur une zone immense. Donc quand une partie cède, ça ne veut pas dire que tout le reste cède aussi, ni même qu'ils savent qu'une partie a cédé. On parle d'un front de 1000 kilomètres. Donc, on verra. Mais ils vont être chassés de cette zone du nord du Donbass, oui bien sûr. C'est leur dernier bastion. Et ils ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent. En gros, ils sont en train de manquer d'hommes. Je veux dire, c'est comme ça. Il y a eu un piratage de la base de données du ministère de la Défense il y a environ 2 mois. Oui, environ 2 mois. Ils ont récupéré des tableaux avec les noms, les adresses, tout, concernant les tués au combat, les disparus et les déserteurs. Enfin, la plupart des déserteurs ne sont pas des déserteurs. Ils sont simplement morts. Ils sont enregistrés comme déserteurs. Comme ça, vous n'avez rien à verser à leur famille. Votre garçon a déserté. Il n'est pas mort. Donc on ne vous doit rien. Alors le chiffre était de 2 400 000, si on peut le croire. Et dans ce cas, on peut compter au moins 1,5 million d'invalides supplémentaires, sinon plus.
Donc là, si vous comptez les morts et les blessés, vous arrivez à 10% de la population ukrainienne d'avant-guerre. Can I just ask Puis-je vous poser une autre question sur les drones? Parce que bien sûr, en Occident, on entend encore dire qu'il existe ce grand mur de drones qui compense l'absence d'infanterie. D'ailleurs, je lisais aujourd'hui, je crois que c'était dans un article de la presse britannique, qu'une tranchée ukrainienne conçue pour être tenue par 15 hommes a désormais de la chance si elle en trouve 2 pour la tenir. Donc, vous savez, cela rejoint directement ce que vous disiez. Mais on continue d'affirmer que les drones suffisent à repousser les Russes. Quelle est votre analyse à ce sujet? What is your understanding about this? Les drones font des dégâts, on ne peut pas le nier, et ils ralentissent les choses, parce que la Russie préserve ses effectifs. Elle ne les sacrifie pas sans compter. Si elle le voulait, si elle ne se souciait pas des pertes, oui, elle pourrait simplement lancer des vagues d'hommes contre cette tranchée tenue par 5 ou 10 gars. Elle pourrait en envoyer 30 ou 40. Vous pourriez tous les atteindre avec des drones, mais vous subiriez des pertes très importantes. Oui, ça c'est le premier point. Deuxièmement, bien sûr, les drones russes infligent un lourd tribut aux Ukrainiens. Il y a désormais des drones qui vont détecter les signaux des opérateurs de drones. Ils peuvent ensuite faire tirer l'artillerie sur ces zones, ces positions plutôt. Il y a aussi, et le fait que très bientôt le brouillard va revenir, parce que le temps commence à changer. Quand le temps commencera à se rafraîchir après l'été, ce qui arrivera entre début et mi-septembre, le brouillard reviendra. Les drones ne volent pas dans le brouillard. Ils ne volent pas sous la pluie. Ils ne volent pas non plus par vent fort. Et tout ça va commencer à s'installer en septembre. Et d'ailleurs, le brouillard et la pluie permettent à l'infanterie d'avancer sans être exposée à ces drones. À ce moment-là, vous vous retrouvez avec 2 ou 3 hommes pour couvrir une zone qui devrait l'être par 20 ou 30 hommes. Et vous avez 10 ou 15 hommes qui arrivent de l'autre côté, tandis que vos drones à ce stade ne servent plus à rien. Ça devient très difficile à couvrir. En plus, beaucoup de ces hommes qu'on envoie là-bas pour couvrir ces positions, ce sont ceux qu'on a ramassés dans la rue. Se rendre est en réalité assez difficile au milieu d'une bataille. D'abord parce que les gens sont à cran. Ensuite, parce que les Ukrainiens n'ont aucun scrupule à tuer les leurs quand ils essayent de se rendre. Mais, pour beaucoup de ces gars, rester et se battre n'est pas non plus une option. Ils fuient. Ils ont une forte tendance à fuir. Ce n'est pas la même armée ukrainienne que celle de 2022 ou 2023. En réalité, l'armée ukrainienne de 2022 a été pratiquement détruite. Elle a été reconstituée à la fin de 2022, au début de 2023. Il reste encore beaucoup de vétérans. Ils ont été réinjectés dans les rangs, mais ils se battaient bien plus durement. Ces gars-là, ils ont tendance à être soit des mercenaires qui n'étaient pas censés être au front, à qui on avait promis qu'ils feraient des gardes, abattraient des drones ou quelque chose comme ça. Et maintenant, oh bon, désolé, maintenant vous êtes dans l'unité d'assaut, allez mourir. Ces temps-ci, ce sont souvent des Colombiens ou des Vénézuéliens, et les Brésiliens sont les principaux mercenaires. Ou alors ce sont des types ramassés dans la rue, sans aucune motivation. Très souvent, ils meurent de faim. Quand vous regardez les photos et les vidéos de types faits prisonniers de guerre aujourd'hui, enfin, depuis un an, beaucoup ont l'air de sortir tout droit d'un camp de concentration. Ils vont au camp de prisonniers pour reprendre du poids. Parfois, ils n'ont pas été nourris depuis des semaines. Peut-être qu'on leur livre de l'eau, très peu de munitions. Tenez votre position et mourrez. C'est leur ordre. Tenez votre position et mourrez. Évidemment, ils ne voulaient déjà pas se battre au départ, encore moins rester là à mourir. Oui, donc oui, ils ont d'énormes problèmes, de très, très gros problèmes. Et c'est révélateur.
Can I just quickly round off on the front Pour lines? conclure rapidement sur la ligne de front, sur ce qui s'y passe, puis-je vous poser deux questions. Premièrement, certains rapports indiquent que les Russes contrôlent désormais une partie importante d'Orekov. Avez-vous entendu quoi que ce soit à ce sujet? Et deuxièmement, le changement de commandement ukrainien de Syrski à Dmitro-Drapati a-t-il fait une différence? Je n'ai vu aucune différence par rapport à ce que je voyais et à ce que j'entendais. Mais encore une fois, les opérations sont principalement planifiées par des généraux américains et certaines par les Britanniques. Les généraux ukrainiens ont donc plutôt un rôle d'exécution. On leur dit quoi faire. Et Syrski a fait exactement ce qu'on lui a dit. Général 200, ce qui signifie en anglais « général tué au combat ». Oui, absolument. Aucune réflexion supplémentaire. Je ferai tout ce qu'on me dira. Zelensky, lui, a essayé de réfléchir davantage. Quand il y avait des situations manifestement idiotes, il se repliait ou faisait d'autres choses qui avaient du sens. Zelensky a fait exactement ce qu'on lui a dit. Et bien sûr, il faut bien un bouc émissaire. Et devinez qui a été désigné comme le bouc. Donc à ce stade, il n'y allait certainement pas avoir de général américain ni de général britannique. Voilà pour ça. Orikiv, j'en ai entendu des rumeurs, je n'ai rien vu. Je sais qu'ils se battaient aux abords d'Orikiv. Je dois appeler certaines personnes et commencer à voir quelle est la situation autour de la ville. Orikiv était déjà coupé du reste depuis le mois dernier. Ce n'était pas physiquement coupé par un encerclement complet, mais tactiquement, la ville était coupée parce que les principales routes et les zones d'accès étaient déjà sous le contrôle des drones, de l'aviation et de l'artillerie. Donc dans les faits, elle était déjà coupée. Entrer et sortir était très difficile. Sur la route N0, oui, ça ressemble à la lettre H. En cyrillique, c'est la lettre N. D'accord. Pouvons-nous maintenant passer à l'autre guerre, celle qui se déroule dans les airs? Enfin, je dis dans les airs. J'emploie ce terme avec prudence, parce que d'habitude, je parle de la guerre dans le ciel. D'accord, et je pense être le seul à le faire. Sauf qu'aujourd'hui, de manière assez étonnante, tous les médias britanniques se sont soudain mis à l'appeler la guerre dans le ciel. Mais enfin, concentrons-nous là-dessus. Cette guerre comporte plusieurs aspects. Il y a notamment Odessa, la grande région d'Odessa, la mer Noire, les ports qui s'y trouvent, tous fermés, et des attaques massives contre le système énergétique. Tout cela est mené par les Russes contre les Ukrainiens. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les effets que cela a sur l'Ukraine, sur son économie et sur sa situation générale, ainsi que sur l'approvisionnement en armes de l'Ukraine? Car je crois qu'il est désormais clair qu'une grande partie de ces armes arrivait par les ports. Oui, vous savez, l'Ukraine faisait entrer une certaine quantité d'armes en douce. Enfin, avant, ils faisaient entrer des armes pas seulement par les ports, ils les acheminaient aussi par rail et ils utilisaient des boucliers humains. Donc ils mettaient un wagon de passagers, puis un wagon plat, puis un autre wagon de passagers. Comme ça, même si vous frappiez précisément le wagon plat, au moins le wagon de passagers derrière déraillait et il y avait des victimes. Donc, ils jouaient sur le fait que la Russie ne ciblerait pas les civils et ils faisaient entrer du matériel de cette manière. L'autre façon dont ils faisaient entrer du matériel, d'ailleurs ça ne marche plus maintenant, parce que la Russie cible aussi au passage les locomotives, spécifiquement les locomotives. Et des partisans russes, issus de la population locale russe, comme en Ukraine, incendient aussi en pratique ces locomotives. Ils commencent maintenant à manquer de locomotives. Donc le rail est essentiellement à l'arrêt. Frapper les voies ferrées elles-mêmes, c'est une victoire temporaire, parce qu'on peut les réparer, on peut poser de nouveaux rails. Ça peut prendre une journée, une demi-journée ou 2 jours, mais la ligne ferroviaire est de nouveau opérationnelle. Mettre hors service les locomotives est une solution beaucoup plus durable.
L'autre moyen qu'ils utilisaient pour acheminer du matériel, au moins une partie, c'était les voitures et les camions. Or, un BMP-2 tient parfaitement dans un conteneur transporté par un semi-remorque. Ils ont publié de nombreuses vidéos montrant comment ils font, et ça ressemble à n'importe quel autre camion. Donc, à moins qu'ils ne frappent chaque camion qui passe, chaque semi-remorque, sinon ils vont toucher beaucoup de civils. On ne sait pas qui transporte réellement ce BMP. Apparemment, les missiles Storm Shadow ont juste la bonne longueur pour tenir dans une Porsche, une Kia, une Kian, une Sian, appelez ça comme vous voulez. Oui, ils l'ont filmé, ils rabattent le siège et le missile du tableau de bord jusqu'au haillon rentre parfaitement. Et ils les faisaient entrer en voiture, comme ça. Là encore, à moins de frapper des voitures civiles, évidemment qu'ils les font passer en douce. Ce n'est pas différent du fait que l'Ukraine utilisait des ambulances pour amener des combattants au front, au lieu de simplement évacuer les blessés. Alors qu'est-ce qui reste? Évidemment, il reste les ports. C'est la seule chose qui reste vraiment pour les gros équipements. Vous ne pouvez pas faire entrer comme ça un obusier, un 767, vous savez, dans un camion à peine trop grand. Vous ne pouvez pas y faire entrer d'artillerie automotrice non plus. Alors ils les ont amenés par bateau, évidemment. Maintenant, rappelez-vous, nous avions le corridor vert pour l'accord sur les céréales. Pourquoi la Russie y a mis fin? La Russie était sous pression, mais elle faisait constamment des pas en avant pour essayer d'amener tout le monde à des négociations. C'est fini. C'est terminé. C'est évidemment terminé maintenant. L'Occident crie au scandale. Faisons une pause dans les airs ou en mer, parce que ce sera bon pour tout le monde. Non, ce sera bon seulement pour vous. Ceux qui perdent sont ceux qui veulent un cessez-le-feu, pas ceux qui gagnent. C'est normalement comme ça que ça se passe. Il y a 7 ports. Odessa est le principal. Eugene, ce qui veut dire sud, Sep, it's at nord Odesny. Et il y a 5 autres ports vers le sud, dont 3 sur le Danube. Ils ont tous été... En gros, il y a eu 40 jours de terreur qui, soit dit en passant, ne sont pas terminés. C'est simplement moins intense parce qu'ils n'ont plus de drones. Donc ils avaient tous ces drones qu'ils avaient mis de côté pour ces 40 jours de terreur intense. Et ils ont lancé tout ça en ciblant la mer d'Azov et l'est de la mer Noire. Bien sûr que ce sont les Américains qui font ça. Soyons honnêtes, il y a des avions espions américains, des satellites américains qui fournissent des données en direct. Ce que la plupart des Ukrainiens ont peut-être fait, c'est simplement faire décoller le drone et appuyer sur le bouton pour le lancer. Mais je veux dire, soyons honnêtes là-dessus, ce n'est pas une guerre ukrainienne. C'est directement, comme l'a dit Marco Rubio, nous intensifions pour les pousser à négocier. Et Trump, oui, nous intensifions pour apporter la paix. Eh bien non, ça n'a pas marché. Ils ont simplement intensifié. Et les premières frappes ont visé des navires civils. D'ailleurs, beaucoup de ces navires civils n'étaient pas russes. L'Azerbaïdjan, qui continue aujourd'hui à fournir des armes à l'Ukraine. Aliyev venait justement de rencontrer, je crois que c'était Zelensky qu'il rencontrait. Enfin, c'était son ministre des Affaires étrangères qui rencontrait les Ukrainiens. L'une des premières frappes a tué 5 marins azerbaïdjanais, dont le capitaine de l'un des 2 navires. Ils ont frappé un navire turc qui transportait du grain. Il y a beaucoup de colère en Turquie en ce moment. Mais Erdogan reste Erdogan. Il parle beaucoup, mais il fait tout ce qui est bon pour sa poche et non pour son pays. C'est comme ça qu'Erdogan a toujours fonctionné. Et maintenant, il a conclu un accord pour donner de vieux missiles Attack-MS à l'Ukraine, ou les lui vendre, ainsi que des lance-roquettes multiples, des MLRS, et d'autres équipements américains que possédait la Turquie. Donc, beaucoup de ces navires ont été touchés. Et au passage, les Américains perdent de l'argent parce que certaines frappes ont visé le consortium du pipeline de la Caspienne. Le Kazakhstan a donc perdu environ 4,5 milliards de dollars,
Chevron a perdu quelque chose comme 5 milliards de dollars, parce que tout ça est pratiquement à l'arrêt maintenant. Et ils ont aussi endommagé les infrastructures même du consortium du pipeline de la Caspienne, qui passe par Novorossiysk. Donc, une vaste zone a été touchée. Eh bien, la Russie a répondu. La Russie a montré qu'elle pouvait faire monter l'escalade bien plus loin que l'Occident. Elle s'est retenue, et l'Occident, malheureusement, dans sa propre stupidité, a pris ça pour de la faiblesse ou de l'incapacité. Eh bien, ils ont fermé, ils ont fait de l'Ukraine un pays sans accès à la mer. Ils ont commencé à frapper tout ce qui entre et sort de ces ports, quel que soit le pavillon arboré, et ils ont détruit les ports. Ils ont déjà frappé Odessa à plusieurs reprises. L'armée russe a frappé Odessa plusieurs fois, mais c'était davantage comme des tirs d'avertissement. Ou alors, vous savez, ils frappaient une chose. Ce n'était pas une approche systématique. Ils en frappaient une, puis une autre, et ce n'était pas une frappe continue. Nous sommes maintenant entrés dans une approche systématique de désindustrialisation d'Odessa et de tous ces autres ports. Ils sont pratiquement détruits. Des navires sont coulés, ou au moins leurs systèmes de contrôle sont endommagés. Ils dérivent tout simplement, y compris des navires turcs, tant qu'on y est. Et les Turcs, qui n'ont rien dit au sujet des Ukrainiens, sont eux aussi dans une situation difficile parce qu'ils sont pris entre les deux, tout en essayant de jouer sur les deux tableaux. Voilà où en est Odessa aujourd'hui. Cela a fermé les ports, mais ce n'est pas le pire, au-delà des armes elles-mêmes. Odessa, après tout, c'est aussi par là qu'ils exportaient les céréales, les graines de tournesol et le minerai de fer de Poltava. Ils envisagent 50 milliards de dollars de pertes pour l'économie. On ne peut donc pas faire sortir tout cela par le rail. Ils voulaient l'acheminer par rail jusqu'à Constanța, le port que Zelensky a essayé de génocider il y a 2 mois, il y a 3 mois. Ils envisageaient de passer par Constanța. Alors la Russie a commencé à couper les ponts dans la province d'Odessa en direction de la Roumanie. Donc ça aussi, ce n'est plus envisageable. Il ne reste que les camions. Au mieux, vous pourrez faire sortir par camion environ 5 à 6% de ce volume. Alors, je ne sais pas. Les Européens, bien sûr, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie n'étaient pas vraiment ravis la dernière fois que des produits ukrainiens ont transité chez eux. On se souvient de ce qui s'est passé. Des barrages routiers, des passages à tabac, des camions incendiés, parce qu'une grande partie de ces produits censés aller en France étaient déversés sur leurs marchés locaux. Mais il semble que l'Union européenne va avoir environ 40% de récolte en moins, faute d'engrais. Alors il pourrait avoir besoin de cette récolte, quoi qu'il arrive. Mais la majeure partie de la récolte va pourrir dans les champs ou dans les entrepôts. Parlons de ce que font les Ukrainiens, puisque vous avez parlé des 40 jours. Vous avez parlé de ceci, enfin c'est moi qui l'ai évoqué, ramener la guerre chez les Russes. En Occident, les commentaires enthousiastes sur le sujet ont été nombreux, notamment à propos des attaques contre les raffineries. Je continue de lire que 30% des raffineries ont été mises hors service et que les pénuries de carburant persistent. Le Financial Times a publié un éditorial qui continue de parler des pénuries de carburant persistantes. Mais ça va au-delà. Des attaques contre des cibles économiques et même militaires. Nous avons vu des attaques contre des entrepôts de Whiteberries. Et nous avons vu de nombreuses personnes tuées à travers la Russie. Des gens tués sur des plages, des gens tués dans toutes sortes d'endroits alors qu'ils vaquent à leur vie ordinaire. En ce qui me concerne, je connais assez bien Whiteberries. Je m'y connais beaucoup en logistique. J'ai toujours été intéressé par la logistique. J'ai travaillé dans ce domaine. C'est une entreprise purement civile, qui exerce des activités purement civiles. Alors, de quoi s'agit-il?
D'accord? Ringo Mario. Yeah. Yes, I heard everything. Okay, Oui, oui, so, j'ai tout entendu. first of all, D'accord. let's begin Alors with d'abord, commençons par les Hornets, les drones de Palantir. Palantir est une organisation terroriste. Théo est un terroriste, parce que ce ne sont pas seulement des cibles militaires. Les drones de Palantir sont programmés pour que lorsqu'ils descendent à 20% de batterie ou moins, ils commencent à viser tout ce qui bouge. Ils appellent ça « nettoyer la logistique ». Moi, j'appelle ça « assassiner des civils ». Et je suis allé là-bas, dans des zones où ces drones pullulaient. La dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a environ 2 mois, et c'était un gros problème. Et la Russie est passée en mode Mad Max. En gros, ils ont commencé à transformer tout en véhicules techniques, en prenant beaucoup de ces berlines à ayons. Ils enlèvent le hayon, ils transforment ça en véhicule technique avec un support de mitrailleuse. Et puis vous savez, il y a aussi des véhicules spécialement dédiés à ça. Ils étaient partout, à escorter des camions, à abattre ces drones. Mais ces drones visaient des civils. Et les civils, malheureusement, leurs voitures n'ont pas d'escorte de véhicules armés quand ils circulent sur les routes. On nous a indiqué quelles routes il fallait absolument éviter, alors que ce sont normalement celles que j'aurais empruntées. On a dû faire un détour plus à l'intérieur, et le risque restait relativement élevé. La nuit, il y a encore 4 à 5 drones qui volent autour de chaque détecteur de drones. On ne sait pas s'ils sont à vous, s'ils sont Palantir. Il y a 2 mois, on en est arrivé au point où un garçon de 11 ou 12 ans a été tué par une entreprise américaine. Il faisait du vélo quand un drone Hornet l'a frappé. Voilà le niveau de ce dont on parle. Je veux dire, c'est du terrorisme pur et simple. Donc cette zone a en gros été plus ou moins sécurisée. L'autoroute, ou plutôt l'axe routier entre Rostov et Mariupol, qui continue ensuite plus à l'ouest vers Kherson. Il ne fait aucun doute que les forces de réaction sont arrivées et ont été renforcées. Elles ont abattu, je crois, autour de 1400 drones Palantir, selon le dernier décompte. Apparemment, les drones sont en fait assez faciles à abattre avec une mitrailleuse. Et vous savez, je viens juste de rentrer d'Anapa. J'y ai passé presque 3 semaines, enfin 2 semaines, 2 semaines et demie là-bas, puis une demi-semaine, quelques jours plus au nord, dans la région de Krasnodar, sur la mer d'Azov. Et je vais vous dire une chose. D'abord, concernant le carburant. Il y a 2 mois, quand on y est descendu, c'était difficile d'en trouver. Ce n'était pas une catastrophe, mais c'était difficile. Et c'était, vous savez, peut-être une station-service sur 2 dans les villes, 1 sur 4, 1 sur 5 sur les grands axes. Dans l'oblast de Donetsk, c'était encore pire. Rostov a été durement touché parce qu'il y avait aussi beaucoup de circulation vers le sud pour l'été, en plus de tout ça. Quand je suis descendu il y a 1 mois, en vacances, on est revenu il y a 1 semaine, j'ai pris un seul jerrycan et je n'y ai jamais touché. Le carburant, disons que, je ne dirais pas que c'était difficile à trouver, mais on a passé quelques heures dans des files d'attente, ici et là. Cela dit, je faisais le plein dès qu'il ne restait plus que les 3/4 du réservoir, par précaution. Au retour, je faisais le plein dès qu'il restait la moitié du réservoir, peut-être même moins. Il n'y a eu aucun problème de carburant. Il y en a partout. Certains petits commerces indépendants n'en ont pas. C'est vrai. Et d'ailleurs, le gouvernement s'en mêle, parce qu'il accuse les grandes entreprises de se servir de cette crise, ou non-crise, comme prétexte pour évincer leurs concurrents, puisque ces petits commerces achètent leur carburant aux grands groupes. Ils n'ont évidemment pas leur propre raffinerie. Donc encore une fois, ces journalistes ont de la chance. Ils n'ont pas vraiment besoin d'écrire d'articles. Ils ont juste à changer les dates, parce qu'on a eu exactement la même chose en août dernier. Cette année, ils le font juste 1 mois plus tôt. On a eu exactement la même chose le mois précédent. Et puis je crois que c'était Reuters, l'an dernier, qui est revenu en disant que, vous savez,
Après que tout le monde a crié à une baisse de production de 30 ou 40%, Reuters est revenu dire « En réalité, c'est 3%. On ne veut pas l'admettre, mais c'est bien 3%. » Et c'est essentiellement la même chose. Comme je le dis, la plupart de ces frappes contre ces raffineries touchent les réservoirs de stockage de carburant. Ils brûlent bien et ça fait joli. On voit l'image spectaculaire des flammes et de la fumée, mais c'est tout. Les conduites sont coupées, personne ne va les éteindre, on les laisse simplement brûler jusqu'à ce qu'elles s'éteignent, puis on les remplace. Donc, au bout d'une semaine, 2 semaines, les raffineries sont de nouveau opérationnelles. Voilà pour cet aspect-là. Wildberries. D'ailleurs, on voit beaucoup de camions Wildberries sur les routes. Eh bien, le problème pour les propagandistes, c'est que tout doit rester dans le même état et empirer, parce qu'ils ne peuvent pas. La propagande ne fonctionne plus si l'autre camp commence à réagir. Je parle de prendre des mesures pour y répondre. Eh bien, Wildberries existe depuis bien plus longtemps que les immenses entrepôts qu'ils utilisent. Wildberries vient juste de... 2 choses se sont produites. Tout d'abord, Tatiana Kim, la propriétaire de Wildberries, pèse environ 8 ou 9 milliards. Elle a fait 2 choses. Même si elle n'y était pas obligée par le contrat, elle a remboursé tous ceux qui vendaient via Wildberries et qui ont perdu leurs biens. Elle les a donc indemnisés de sa propre poche, ainsi que les familles des personnes blessées ou tuées. Elle a été très généreuse dans les indemnisations. La deuxième chose qu'a faite Wildberries, c'est de se disperser. Ils sont revenus à leur ancien modèle, avec beaucoup de petits entrepôts un peu partout. Je viens justement de commander des choses sur Wildberries. D'accord, ça peut prendre un jour de plus pour les recevoir, mais vous les recevez. On ne va pas priver les femmes de leur crème gel au concombre de mer, pour les manchons au concombre de mer qu'elles se mettent sur le visage. Ça continue d'arriver. C'est pas un problème. Donc Wildberries, ils ont aussi essayé de faire la même chose avec Ozon. Et là encore, ils sont simplement revenus à un modèle d'entrepôt dispersé. Ça fonctionne. Ils sont toujours là. Il a fallu un petit ajustement. Donc oui, vous pouvez détruire des entrepôts qui sont en grande partie vides. La plupart ont été endommagés ou détruits, mais l'entreprise continue de tourner et les produits continuent de circuler. Mais la seule raison pour laquelle ils ont frappé Wildberries plutôt que Nova Pochta en Ukraine, c'est simplement pour semer la terreur. La Russie, elle, a répondu en détruisant tout ce qui est associé à Nova Pochta. Nova Pochta, en revanche, transportait effectivement du matériel militaire et ils en faisaient même la publicité. Vous savez, les Russes regardent effectivement les chaînes Telegram ukrainiennes, où ils ont tendance à tout publier comme ça. Et ils ont montré que des camions de Nova Pochta étaient en fait utilisés dans le cadre du système logistique militaire, pour acheminer des gilets pare-balles, des casques. Je ne parle pas d'une famille qui a acheté un casque pour l'un des siens et l'a envoyé au front. Je parle de grosses cargaisons que leurs camions transportent. Alors la Russie a commencé à les détruire, et personne ne veut en parler. Mais ils ont été détruits. Et maintenant que c'est devenu une guerre économique, la Russie s'en est prise à tous les entrepôts. Kiev manque de nourriture. Les vidéos des magasins montrent des rayons vides, très très vides, parce que les entrepôts sont frappés. Et cela sert aussi à autre chose, faire sortir les civils de la zone de combat. C'est l'une des choses que la Russie a obtenues, parce que l'Ukraine utilise ses propres civils comme boucliers humains. Zelensky l'a même reconnu une fois. Il devait vraiment être défoncé à la cocaïne quand il l'a dit, parce que, vous savez, aucune personne rationnelle n'aurait eu l'idée de dire ça. Il a dit, en gros, oui, on ne peut pas évacuer tous les civils parce que l'armée russe commence à avancer très vite. Donc voilà, merci. Nous utilisons nos propres civils comme boucliers humains, en sachant que les Russes vont essayer d'éviter des victimes parmi la population civile.
Alors l'Ukraine a fait monter les enchères, la Russie s'est mise à frapper les véritables systèmes logistiques en Ukraine. Ils ont détruit beaucoup de stations-service. À Soumy et à Kharkiv, cela a surtout été fait parce que l'Ukraine est passée à un modèle dispersé de guerre par drone. Ils utilisaient donc ces camions gazelles. Ce sont de petits camions avec des caisses fermées. Dans ces caisses, ils découpaient un côté et y installaient 2 drones. Ils s'approchent de la ligne de contact, lancent ces 2 drones, puis ils dégagent au plus vite, frapper et décamper, ou dans ce cas, lancer et décamper. Mais le problème, c'est que ces camions sont difficiles à repérer. Il y en a des centaines. Ils sont difficiles à trouver parce qu'ils les cachent dans des garages, dans des parkings souterrains et ailleurs. Mais tous dépendent des stations-service locales pour faire le plein. Alors la Russie est allée détruire les stations-service. Et contrairement à la Russie comme l'Ukraine frappe la nuit, mais pour des raisons très différentes. L'Ukraine frappe de nuit parce qu'elle vise principalement des civils pendant leur sommeil. La Russie frappe de nuit parce qu'elle vise des cibles où il y aura un minimum de personnes, voire qui seront totalement fermées la nuit. Donc, 400 stations-service ont été mises hors service dans ces 2 oblasts. Puis la Russie a commencé à étendre cela à Zaporozhye, à Poltava, à Dnipropetrovsk, à Kiev et à Tchernigov. Et cela, d'ailleurs, fait aussi s'effondrer l'économie locale, parce qu'il n'y a plus de carburant. Il n'y a plus de carburant. Les gens ne peuvent plus faire entrer ni sortir des marchandises, et ils ont tendance à quitter la zone parce qu'ils ne peuvent pas y survivre. Donc encore une fois, cela revient à faire sortir les civils de la zone de guerre. On les force à partir parce qu'ils ne peuvent plus survivre. Ils ne peuvent plus faire venir les produits. Jamais ils ne peuvent plus faire tourner leur entreprise parce que le carburant a disparu. L'Ukraine, comme ils l'ont publié sur X, a frappé des stations-service à Belgorod et dans d'autres zones. Mais ils le font en journée, alors que des civils font la queue pour faire le plein. Ils ont publié ces vidéos sur X avec une grande fierté. Et c'était bien de voir que le public américain et d'autres personnes qui les regardaient leur criaient simplement « Vous êtes des terroristes ». Alors qu'ils mettaient en ligne ces vidéos où on les voit attaquer des civils faisant la queue pour remplir le réservoir de leur voiture. Mais ce sont des tactiques différentes. C'est pour ça que, vous savez, on voit 200 drones ou 150 attaques de drones et qu'il y a 5 ou 6 morts parce que les civils ne sont pas la cible. Et les personnes tuées sont soit des gardes, soit peut-être une équipe de nuit qui travaille dans une usine militaire. Eh bien, si vous travaillez dans une usine militaire, vous devez savoir que vous êtes une cible. Et c'est un autre point qui a été relevé. Le volume des attaques russes, le nombre d'aéronefs utilisés pour ces attaques, a diminué. Il a diminué, mais les dégâts ont augmenté. Il a diminué parce qu'il n'y a rien pour les abattre. Il n'est plus nécessaire d'envoyer 2 ou 3 drones par cible pour qu'un seul passe. Vous pouvez simplement en envoyer un. Il passera. Et c'est là le problème maintenant. L'Ukraine n'a plus de système de défense aérienne et elle subit une forte attrition à l'arrière et juste derrière le front. Donc, pour des raisons évidentes, cela va entraîner l'effondrement du front. What you're describing. Oh, sorry, go on. Quant aux civils, c'est une toute autre question. Le terrorisme contre les civils s'est intensifié, et c'est une réalité. Quand Zelensky apparaît, il y a 3 personnes qui ont été tuées, ces foutus salauds de terroristes. Oui, vous en tuez 10, 15, 20, 30 par jour. C'est la réalité. Frapper des usines aujourd'hui, frapper quoi que ce soit, c'est difficile, notamment parce qu'il y a des camions armés partout. Les raffineries, les compagnies pétrolières sont désormais autorisées à engager leurs propres équipes armées. Elles ont des camions armés qui tournent autour des sites et les patrouillent. Des brigades de volontaires se mettent en place partout, avec des patrouilles de mitrailleurs et de chauffeurs. Et on collecte de l'argent pour acheter davantage de pick-up
et les transformer en véhicules armés improvisés. Il y a des véhicules techniques partout, donc ça rend encore difficile de frapper ces cibles précises parce qu'ils savent qu'on vient pour la raffinerie. Du coup, il y a beaucoup de pick-up armés qui circulent. Et ces drones sont en fait très faciles à abattre avec des mitrailleuses. Et pour donner une idée du nombre de drones détruits, d'abord quand j'étais à Anapa, il y avait entre 4 et 10 sirènes par jour. Et parfois, on voyait les drones passer au-dessus de nos têtes selon l'endroit où ils se trouvaient. Nous étions juste au nord d'Anapa. Tout ça fait maintenant partie d'Anapa. Ils ont rattaché tous ces villages le long de la côte à la ville. Nous étions à environ 100 km au sud-est du pont. Encore une fois, les Russes restent des Russes. Une sirène d'alerte aérienne, bon, peu importe. On reste sur la plage. C'est juste la mentalité russe. C'est difficile d'impressionner les Russes. Mais on voit les drones passer au-dessus de nos têtes, et parfois on les entend se faire abattre quelque part. Des tirs de mitrailleuses et des explosions. Quand on est allé à la mer d'Azov, on était littéralement à une rangée de maisons de la plage. On y louait une maison. Toute la nuit, et là ils n'étaient pas abattus par des missiles. Ils étaient abattus par des canons automatiques parce qu'il y avait des Panzers postés là. Toute la nuit, on entendait boum, boum. Et c'était comme ça, toutes les 5, 10 secondes, peut-être toutes les 30 secondes, 1 minute au maximum, toute la nuit. Donc des centaines de drones sont abattus. La quantité de ressources utilisées, parce que croyez-moi, les munitions de canons automatiques restent bien moins chères que ces drones. Même si un drone peut coûter $40 000, un obus de canon automatique va coûter $1, peut-être 5. Et si vous en tirez 30, ça reste un investissement bien moins coûteux pour abattre ces drones. Et ça a duré toute la nuit. Les 2 nuits où nous étions là, toute la nuit, on les entendait les abattre. On entend les explosions des drones touchés, puis ils détonnent. Nous avons vu un camion-citerne qui fumait au loin. La nuit où nous étions là-bas, c'était à Krasnodar, nous étions peut-être à 100, 150 km de l'endroit où la station balnéaire de Zaporizhia a été frappée cette nuit-là. C'est ce qu'ils visent maintenant, les stations balnéaires. Ils les frappent la nuit parce que c'est là que les gens dormaient. Ils ont tué environ une douzaine de civils, des femmes, des enfants, des familles, et blessé 2 fois plus de personnes. À Jelenjik, tout le monde dit « Oh oui, il a été abattu ». Il n'a pas été abattu. Il y a un Panzer, enfin, je ne vais pas dire exactement où il se trouve, mais il y a des systèmes Panzer là-bas et ils sont orientés vers l'extérieur. Ils ne visent pas vers le Golfe, pour des raisons évidentes. Il y a des civils là-bas. Ce drone, on pouvait le voir arriver, il ne fumait pas, il n'y avait aucune traînée autour. C'était un meurtre prémédité, parce qu'on l'a aussi vu, en quelque sorte, virer puis viser directement les civils. Donc c'était un meurtre prémédité. Vous savez, le problème, c'est qu'on peut quand même submerger n'importe quel système. Peu importe le nombre de drones qu'on déploie, tôt ou tard, quelque chose passera, simplement par le nombre. Et ils visent des immeubles d'habitation. Or, il y a évidemment beaucoup d'immeubles en Russie, ainsi que des résidences privées. Ils ont détruit des maisons individuelles de 2 étages. On ne peut pas défendre tout ça. Il y a 2 jours, ils ont frappé un immeuble d'habitation à Belgorod. Et Belgorod est particulièrement vulnérable parce qu'entre Kharkov et Belgorod, il y a 45 km et la frontière est à mi-chemin. Le front se déplace vers Kharkov, mais le trajet aérien n'est pas très long. Donc, au moment où vous commencez à détecter les drones qui arrivent, et en particulier beaucoup de ces drones, dont les seules pièces métalliques sont le réservoir de carburant et le moteur. Tout le reste est en bois, donc ils ne ressortent pas vraiment sur les radars. Au moment où vous les détectez, ils sont déjà en ville.
Il y a 2 jours, 8 civils ont été tués, 2 douzaines ont été blessés lorsque leurs immeubles ont été frappés, y compris de jeunes enfants. 2 très jeunes enfants ont été tués. Hier, ils ont frappé au Tatarstan. Là encore, des immeubles d'habitation. Je crois que 13 personnes ont été tuées. Ils sont donc passés au mode terreur totale. C'est la seule chose qu'ils puissent faire. Ils perdent sur le champ de bataille. Leurs 40 jours de pression n'ont pas fonctionné et n'auraient jamais pu fonctionner. La crise du carburant n'est pas une crise. Ce n'est même plus un sujet. Et ils s'en prennent aux civils. Eh bien, peut-être aussi pour une personne en particulier, parce que je vais simplement vous lire le titre du Daily Telegraph. Cela concerne aussi une récente attaque à Krasnodar. Le titre est « L'Ukraine détruit les défenses aériennes qui protègent la résidence de vacances de Poutine ». Et puis nous avons une photographie du célèbre palais de style italien qui aurait été construit pour Poutine. Ensuite, on nous dit que le système S-400 a été attaqué là-bas, un lanceur. Et on nous a dit que ce lanceur était utilisé non pas comme système de défense aérienne, mais pour lancer des missiles afin de frapper Kiev, vraisemblablement. Ensuite, nous avons une carte qui nous montre où ce système de missiles S-400 était situé par rapport au bâtiment qu'ils appellent le palais de Poutine. Puis, un peu plus loin, ils nous disent que c'est aussi la zone générale où il y a eu une attaque sur la plage, l'attaque dont vous veniez justement de parler, et où des gens ont été tués sur la plage. Cela donne donc l'impression assez claire qu'ils visent ce bâtiment. Et d'ailleurs, ils disent aussi que Alina, comment s'appelle-t-elle? Kabaeva, la gymnaste, y vit sous la protection de Poutine. Enfin, tout cela est dans le Daily Telegraph. Mais tout cela m'a de nouveau beaucoup rappelé ce qui s'est passé en décembre, lors de l'attaque contre Valdai. Et cet article parle aussi au passage de Valdai et dit que c'est là que Poutine se cache le plus souvent. Il vit à Valdai. Or, l'effet cumulatif de tout cela, si l'on met ensemble ces éléments et tous les autres articles qui ont été publiés, c'est qu'il m'est difficile d'éviter l'impression qu'il traque Poutine lui-même. Et c'est certainement l'impression que le Daily Telegraph veut nous laisser. Le Daily Telegraph, réputé bien sûr, pour ses contacts très étroits avec d'importants responsables du système politique et de la fonction publique britannique. Alors, qu'en pensez-vous? Eh bien, pour commencer, disons ceci. S'il parvenait un jour à tuer Vladimir Vladimirovitch, ce serait probablement la fin nucléaire de l'Europe, ou quelque chose qui s'en approcherait suffisamment. Parce que ce serait vraiment la chose la plus stupide qu'un être humain puisse faire. Vladimir Vladimirovitch est à ce stade la seule chose qui empêche les villes européennes de brûler, très littéralement. L'armée veut frapper en profondeur, et la Russie ne peut pas frapper en profondeur quoi que ce soit sur le sous-continent, les 58% restants de l'Europe qui ne sont pas sous contrôle russe. Et les demandes de la population civile sont à peu près les mêmes aujourd'hui. Au lieu de briser la détermination russe, cela ne fait qu'accroître les demandes russes de frapper plus fort et plus loin. Alors ce serait un peu comme, il y a un dicton russe, se geler le nez pour faire enrager sa grand-mère. Là, ce serait plutôt se couper la tête pour faire enrager sa grand-mère. C'est à peu près ce qu'on peut faire de plus stupide. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, parce qu'on a vu les hommes des cavernes qui tiennent lieu de classe intellectuelle dans l'Union européenne faire des choses encore plus stupides. Donc, c'est tout à fait possible qu'ils le fassent. Quant à ce palais, je me souviens de l'exclusivité quand il a été dévoilé, sans parler du fait que ce géant, il existe en quelque sorte. C'était un hôtel qui n'était encore construit qu'à moitié. À l'intérieur, les gens le visitaient. Et à l'intérieur, il y avait encore, vous savez, des types en train de peindre les murs,
d'installer le câblage. Et c'est un hôtel. Oui, ce sera un hôtel très cher quand il ouvrira, mais c'est un hôtel. Et Gyelenjik est une station balnéaire plus chère, ce que je n'ai jamais vraiment compris, parce que les plages ne sont pas aussi... Je pense que les plages d'Anapa sont meilleures. Mais bon, chacun ses goûts. Enfin, c'était si mal fait par des artistes occidentaux de pacotille. Ils ont mis des grilles alors que ces grilles n'existent même pas. Ils les ont donc ajoutées avec Photoshop. Et ils ont copié ces grilles sur une porte macédonienne, je crois, provenant d'une région de Macédoine. Et pourquoi le savons-nous? Parce qu'il y avait dessus un aigle impérial à 2 têtes. Eh bien, le fait est que les Russes n'ont pas été les seuls à utiliser ça. Et quand les gens ont zoomé, on voyait les armoiries du drapeau macédonien à la place des armoiries russes. Je veux dire, c'était très mauvais. C'était l'équipe de Navalny, si je me souviens bien, qui avait fait ça à l'époque. Donc j'imagine qu'on en revient à ça. Deuxièmement, pourquoi diable utiliser un système S-400 pour frapper Kiev? D'abord, il n'a pas la portée nécessaire. Sa portée d'engagement est de 360 km. Pardon, le S-400 a un S-380, le S-300 a un S-360. De toute façon, ça n'atteindra pas Kiev. Certes, on peut modifier ces missiles, et l'Ukraine l'a fait avec des S-300 et des S-200 pour les utiliser comme missiles balistiques. Mais ça ne sert à rien, surtout quand la Russie produit en masse des Iskander qui peuvent littéralement atteindre leur cible, sans même parler de choses comme un Oreshnik et de bien d'autres missiles. Pourquoi faire ça? C'est à peu près la chose la plus absurde possible. Maintenant, qu'il y ait eu ou non une frappe sur un S-400, je n'en sais rien. Je l'ai vu. Tout ce que j'ai vu, ce sont des photos de fumée publiées et des vidéos prises par des habitants du coin, assez idiots pour les prendre. La sécurité opérationnelle, c'est la sécurité opérationnelle. Évidemment, les civils n'arrêtent pas de l'oublier, mais tout ce qu'on voyait, c'était un gros nuage de fumée. Ça aurait tout aussi bien pu être un dépôt de carburant. En fait, je pense même qu'il y avait trop de fumée pour quelque chose comme un lanceur de missiles. Mais c'est mon avis là-dessus, et encore une fois, n'a jamais été montré. Alors, qu'est-ce qui a été touché? Je ne sais pas ce qui a été touché. Et évidemment, l'armée ne va rien dire, et elle a raison de ne rien dire. Donc ce sont simplement les médias occidentaux qui tirent des conclusions hâtives. Quant à savoir si c'est un bon endroit pour l'installer, c'est probablement un endroit convenable. Je ne le mettrai pas juste à côté du bâtiment, évidemment. Ce serait un peu trop évident. Mais c'est un endroit suffisamment bon pour l'installer, au cas où quelque chose de lourd se dirigerait vers Gyelenjik. Vous voulez l'intercepter aussi loin que possible, au-dessus de la mer Noire. Et c'est en hauteur. Enfin, c'est une zone montagneuse. À cet endroit, ce sont des montagnes basses, mais ce sont déjà des montagnes. C'est une zone en altitude qui offre une grande portée et une portée lointaine, tandis qu'on place les systèmes plus tactiques davantage en avant pour couvrir les zones de plage. Donc oui, je suis sûr qu'il y aurait un système quelque part là-haut. Moi, j'en mettrais un quelque part là-haut. Est-ce qu'il a été touché ou non? Personne ne le sait. Et si je le savais, je ne le dirais pas, pour des raisons évidentes. Mais ce palais n'est pas un palais. C'est un hôtel très cher qui apparemment n'a toujours pas ouvert, parce que si vous cherchez en ligne, vous ne le trouvez pas référencé. Mais oui, ils ressortent encore cette histoire. C'est ridicule. Vous savez, à Valdai, Poutine a une résidence. Tout le monde connaît cette résidence. Il la connaissait. La plupart des gens de la région connaissaient cette résidence. J'ai entendu parler de cette résidence. Je suis allé voir un fournisseur à Tcherepovets. Comment s'appelait la ville? Je ne me souviens plus du nom là, mais c'est là que se trouve Severstal. Et c'est tout près de cette région du Valdai. Et c'était il y a 20 ans.
Donc c'est pas vraiment un secret le fait que 92 drones aient été lancés contre elle. Vous savez, c'est une question un peu différente. Je doute que Poutine y passe beaucoup de temps, parce que cet homme est constamment en déplacement. Et en fait, de son propre aveu, il passe la majeure partie de son temps au Kremlin, parce que le Kremlin est très fortement défendu. Et il se déplace beaucoup entre les événements, les réunions, et ainsi de suite. En revanche, des membres de sa famille peuvent être là-haut. C'est une toute autre question. Et je suis sûr que l'Occident essaierait aussi de les éliminer. Juste comme ça, les Américains ont fixé la norme. Assassiner les dirigeants d'autres pays, c'est parfaitement acceptable. C'est acceptable parce que peu d'Américains ont été pris pour cible jusqu'ici. Mais ça aussi, ça arrive. Et là, ils vont se mettre à pousser des cris d'orfraie à ce sujet. Et maintenant que Trump figure lui-même parmi les cibles, apparemment, il a été retiré de son Air Force One et transféré dans un autre avion parce que les Iraniens le visaient. Eh bien, Monsieur Trump, c'est vous qui avez fixé les règles. Et vous êtes désormais l'une de ces cibles, tout comme tous les membres de votre administration. C'est vous qui avez fixé ces règles. Les actes ont des conséquences. Est-ce que je peux faire juste quelques brèves remarques? Parce que j'ai suivi ces histoires, en particulier à propos de ce palais, mais aussi beaucoup d'autres. L'une des choses que j'ai découvertes au sujet de Vladimir Poutine, c'est que toute mauvaise information, je veux dire une information fausse, erronée, qui circule à son sujet en Occident, dès lors qu'elle est suffisamment scandaleuse, finit par être acceptée et assimilée. Et souvent, elle est assimilée jusqu'au plus haut niveau de l'appareil sécuritaire et politique. Vous pouvez donc démontrer autant de fois que vous voulez que ce bâtiment n'est pas un palais, mais bel et bien un hôtel. Et j'ai moi-même défendu ce point de vue. J'ai expliqué pourquoi c'est en réalité exactement ce que vous venez de dire. Mais vous ne convaincrez personne à Whitehall, à Foggy Bottom, à Langley et bien sûr à Kiev. C'est une chose que j'ai découverte. La deuxième, c'est qu'il y a aussi eu en Occident des fuites et des commentaires selon lesquels, pour gagner cette guerre, il faudrait au bout du compte provoquer une crise interne en Russie. Après tout, n'est-ce pas ce dont parlait Zelensky avec sa terreur de 40 jours? C'est bien de cela qu'il s'agissait au fond, dans cette campagne de 40 jours. Et n'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui avec cet acte contre ce bâtiment? Nous savons peut-être que tout cela n'a aucun sens, mais eux ne croient pas que ce soit absurde. Ils croient vraiment qu'il s'agit d'une sorte de palais appartenant à Poutine. Et moi je dois le dire, j'ai l'impression qu'ils le traquent. Oui, je crois tout à fait que c'est le cas. Ils le traquent. Vous savez, même si on remonte à... Enfin, c'est peut-être une théorie du complot, mais peut-être pas. L'avion malaisien qui a été abattu à l'époque. Évitons ce sujet, parce que ça pourrait nous attirer des ennuis. D'accord. Oui. Bon, d'accord. Je dirais qu'il y a déjà eu des rumeurs selon lesquelles l'avion de Poutine avait été visé dans différentes zones. Donc c'est peut-être le cas. Et les drones qu'on a vus à Valdai, je suis sûr qu'ils les traquent. C'est une décision stupide, parce que les gens qui les remplaceraient seraient bien plus intransigeants. Et il faut aussi prendre en compte que des élections approchent en Russie le 20 septembre. Russie unie est le parti au pouvoir, avec une supermajorité depuis assez longtemps. Il semble qu'ils risquent de perdre cette supermajorité. Ils conserveront probablement une majorité, mais ils perdront la supermajorité. Les deux partis qui progressent sont le LDPR, dont je suis membre, et les communistes. Donc, vous avez la droite et la gauche qui progressent. Et d'ailleurs, toutes deux réclament une réponse bien plus ferme envers l'Occident et l'OTAN. Alors, ce qui sortira des élections après le 20 septembre pourrait dessiner un paysage politique très différent.
Si l'un ou l'autre de ces partis gagne suffisamment de voix, et si Russie unie en perd suffisamment pour devoir former une coalition avec l'un des deux, et il est plus probable qu'il s'allie avec le LDPR, mais on ne sait jamais. Alors les politiques pourraient changer considérablement, et la pression sur l'exécutif aussi. Donc nous verrons bien, c'est dans un peu plus d'un mois, les choses pourraient changer radicalement. Les choses pourraient changer radicalement. Stanislav, nous devons nous arrêter là, parce que c'est une fois encore une émission inestimable. Merci infiniment pour toutes les informations que vous nous avez données. Nous vous réinviterons bientôt, parce que je suis sûr qu'il va se passer énormément de choses de façon très dynamique et très rapide. Absolument, c'est toujours un plaisir. Et au fait, si quelqu'un veut être observateur aux élections comme observateur international, il recrute des volontaires en ce moment. Très bien, merci Stanislav. Merci Stanislav. Thank you, Stanislav.